L'importance, je pense, de notre voyage, c'est vraiment de comprendre comment est-ce que d'un pays à l'autre, on a été face à des problématiques. Et ce qui serait intéressant de voir justement, c'est d'une part de comprendre ce qui a motivé ces gens pour entrer en résistance. 4 jeunes Européens s'interrogent sur les passés rivaux de l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale et sur la place occupée par l'histoire dans l'idée collective que chaque peuple a de lui-même. En Allemagne, en France et en Russie. Et en Pologne, c'est encore une autre situation, mais... Et puis mesurer cette différence qu'il y a entre mythe et réalité, et qu'est-ce qu'on a fait de l'histoire avec ça. Ich bin. Die Vervollständigung dieses Satzes ist jeden Tag ein neues Abenteuer. Identität ist Bewegung. Das Ich bin ist einen Augenblick später schon ein Ich war und bewegt sich zu auf das Ich werde sein. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Organisch miteinander verbunden. Für mich als Deutscher spielt dabei die Geschichte des Dritten Reiches eine herausgehobene Rolle. Geschichte prägt. Es gibt Wechselwirkungen zwischen individueller und kollektiver Identität, zwischen dem Individuum und der Geschichte seines Heimatlandes. In einem Europa, das immer mehr zusammenwächst, wo sich tagtäglich Menschen mit dem unterschiedlichsten kulturellen Hintergrund begegnen, bedeutet dies, um für gewisse Sensibilitäten und Eigenarten des anderen ein Gespür entwickeln zu können, muss man nicht nur die Geschichte des eigenen Landes kennen, sondern auch die des anderen erkunden. « 1942, toute l'Europe est en guerre. Après avoir envahi l'Autriche, la Pologne, la Belgique, les Pays-Bas et la France, Hitler s'est attaqué à la Russie. Personne ne semble en mesure de lui résister. Alexandra et Roman se rendent à Munich, la ville où est né le nationalsozialisme. Das war eine Zeit, die eigentlich, wenn ich daran zurückdenke, aufregend war. Es war eine tolle Zeit. Es war eine tolle Zeit, dass wir gegen diesen riesen Machtapparat, die Truppen standen 50 Kilometer von Moskau. Europa konnte keinen Pieps mehr machen. Die Deutschen waren da, die deutsche Armee war da. Wir waren wer. Versuchen zu sagen, dass sich langsam ein Anti-Nazi-Gefühl aufgebaut hat. Ebenso ein antisowjetisches Kommunistengefühl. Die beiden gingen mir nicht persönlich ein und wurden immer verdächtiger, was da alles lief. Und Hitlerjugend war für mich, das kann ich einfach schlicht sagen, das Langweiligste, was ich in meinem Leben mitgemacht habe. Es war einfach blöd. Es war restlos blöd. Marschieren und herumstehen, ich sage es noch einmal, auf den nächsten Führer warten, der nach 2 Stunden kam. Wir standen immer noch am Münsterplatz. Können Sie sich das vorstellen, dass das einen jungen Menschen, der daheim Bücher hat, der liest, der diskutieren will, der auch Fußball spielen will mit seinem Paddelboot, aber das war doch einfach, diese Leute waren Idioten. Die konnten mit jemandem, der geistig ein bisschen was drauf hat, nichts anfangen. Ich weiß gar nicht, wie dieser Adolf die Deutschen gesehen hat. On ne peut pas s'imaginer à quel point il faut tromper un peuple pour le gouverner. Adolf Hitler. Le nazisme a très bien compris que pour asseoir son succès, il lui fallait avoir prise sur la jeunesse allemande. D'où le caractère stupéfiant, surtout pour l'Europe de la fin du XXe siècle, de cette jeunesse adhérant massivement à un ordre politique extrêmement contraignant, extrêmement conservateur, extrêmement rigide. Alors comment l'expliquer? La première façon, c'est de voir à quel point l'Allemagne, et notamment la jeunesse allemande, sort littéralement défaite de la défaite de 18 et est immédiatement confrontée à des questions lourdes, chômage, pauvreté, sentiment d'humiliation nationale, angoisse
quant au sens de l'existence. Alors pourquoi je dis ça? Parce que le deuxième facteur qui concerne autant la jeunesse, c'est que tous les régimes totalitaires reposent sur l'idée qu'ils sont capables d'offrir à une population la clé de sa délivrance. De juin 1942 à février 1943, des milliers d'habitants de villes du sud-ouest de l'Allemagne trouvent dans leur boîte aux lettres des tracts appelant à la résistance contre le régime nazi. Ce sont les tracts de la Rose Blanche, Die Weiße Rose, un réseau de résistance pacifique né dans l'université de Munich sous l'impulsion d'étudiants. Hans et Sophie Scholl en sont les figures de proue. Nous avons grandi dans un état où toute expression de ses opinions personnelles était impossible. On a essayé, dans ces années si importantes pour notre formation, de nous ôter toute personnalité, de nous troubler, de nous empoisonner. Par le choix du Führer, des hommes sont devenus des criminels sans Dieu, sans honte, sans conscience. Au début, les deux, Hans et Sophie Scholl, ils font partie aussi des organisations des nazis et ils y prennent des positions importantes. Sophie Scholl dans le Bund Deutscher Mädchen, l'association des jeunes femmes, et Hans Scholl dans le Hitlerjugend. En juillet 1942, Hans Scholl et plusieurs étudiants de la Rose Blanche sont envoyés sur le front russe. La défaite de la 6e armée allemande à Stalingrad, la première de la guerre, et les atrocités rencontrées là-bas vont constituer un tournant décisif pour Hans et ses amis. De retour à Munich, ils écrivent « Hitler ne pourra pas gagner la guerre, il ne pourra que la prolonger. Décidez-vous avant qu'il ne soit trop tard. » Ils redoublent d'activité et d'ardeur. Par leurs tracts, ils appellent les Allemands à une résistance passive. Also Hans hat das Flugblatt Nummer 5 gebracht und da sagen wir, da kommt, glaube ich, auch der Begriff Vereintes Europa vor. Das ist eine ganz unglaubliche Sache, die noch nicht so wahrgenommen wird, dass wir da einen Aspekt haben, der heute Realität ist. Wir kleine Jungs da vom Gymnasium. Liberté de parole, liberté de croyance, protection des citoyens contre l'arbitraire des États dictatoriaux criminels, telles sont les bases nécessaires de l'Europe nouvelle. Und ich habe das Flugblatt gelesen und ich muss ehrlich sagen, wahrscheinlich hat meine Hand ein bisschen gezittert. Ich wusste, wenn das aufkommt, sind wir einen Kopf kürzer, ganz klar. Also Flugblätter verteilen, Vereintes Europa, Freies Europa und sowas, da bin ich dafür. Das waren für die Nazis, war dies technisch jetzt, wenn wir das Gesetzbuch von damals nehmen, Hochverrat. Das haben wir im Wesentlichen auf der Orgel der Martin-Luther-Kirche gemacht. Da hatten wir keine Angst, dass wir da kontrolliert werden und sowas. Außerdem waren wir junge Deutsche. Wir waren von vornherein nicht im Verdacht. Die glaubten ihren eigenen Propagandasenf. Die stehen geschlossen hinter dem Führer. Ist das klar? On ne peut pas discuter du nazisme, ni s'opposer à lui par une démarche de l'esprit, car il n'a rien d'une doctrine spirituelle. Alors, dans le cas de Hans et Sophie Scholl, voir deux jeunes déchantés par rapport à ce qu'ils ont cru quelques années plus tôt, prendre conscience de ce qui est en train de se jouer devant eux, et se retourner littéralement, c'est-à-dire modifier leur conscience, voir cela, c'est très impressionnant, évidemment. On doit s'interroger sur la source profonde de ce retournement. Je ne vois pas de meilleure expression que c'est une insurrection de l'esprit. Voilà. C'est l'esprit qui s'insurge, avant que ce soit les hommes, les femmes qui prennent des risques. Alors l'esprit s'insurge, comment? Il s'insurge contre une idéologie fasciste, autoritaire, raciste,
l'insurrection de l'esprit, ça va être de contrer cette idéologie par un autre lexique qui va contrer point par point l'idéologie de l'État. Alors, ce lexique, on va le trouver notamment dans la foi, dans les valeurs religieuses, ça peut être dans les valeurs patriotiques, ça peut être dans des valeurs humanistes, mais à l'époque, que ce soit en Allemagne ou en France, les valeurs du christianisme sont beaucoup plus puissamment inscrits dans les esprits. Peux-tu, toi qui es chrétien, te satisfaire d'un jeu d'intrigue, ajourner ta décision avec l'espoir qu'un autre prenne les armes pour te défendre? Dieu ne t'a-t-il pas donné la force et le courage de combattre? Nous devons attaquer l'esprit mauvais où il est le plus néfaste, c'est-à-dire aujourd'hui dans la force d'Hitler. Parfois, on a le sentiment de dire, oui, mais où était Dieu durant le temps du nazisme? La question n'est pas de savoir où était Dieu, mais plutôt de la transformer en se posant la question de nous dire, mais où étions-nous durant cette période-là? Et si l'on veut comprendre comment ce qui se vit, eh bien, je voudrais reprendre cette prière de Etty Hillesum, cette jeune femme juive qui mourra dans un camp de concentration en 1943. Etty Hillesum dit ceci: « Dieu, toi, tu ne peux pas changer les choses, mais tu as besoin de nous pour que les choses changent. » Et ça, je crois que c'est une phrase qui est une puissance, non seulement théologique, philosophique, mais anthropologique. C'est de dire qu'aujourd'hui, si nous voulons que les choses changent, et si nous devons à notre tour lutter contre le mal, eh bien, il y va de notre propre responsabilité. Dieu a besoin de ses créatures pour combattre le mal. Hinter der Orgel hatten wir einige Türchen aufgemacht, eines zumindest, und da hatten wir die Flugblätter, die Sophie Scholl uns brachte. Sophie Scholl hat die uns per Zug gebracht und die wurden nicht kontrolliert, das war eine junge deutsche Frau. Da war die Gestapo, bei Frauen waren das sowieso nicht politisch. Das hat der Führer ja sogar gesagt. Die Männer machen Geschichte, hieß der Film, der überall lief. Frauen doch nicht. Kommilitoninnen, Kommilitonen. Der deutsche Name bleibt für immer geschändet, wenn nicht die deutsche Jugend endlich aufsteht, Recht und Sühn zugleich, seine Peiniger zerschmettert und ein neues, geistiges Europa aufrichtet. Bitte vervielfältigen und weitergeben. Le 18 février 1943, Hans et Sophie Scholl déposent le 6e tract dans les couloirs déserts de l'université de Munich. Ce tract sera le dernier. Du haut du 2e étage, Sophie en jette quelques exemplaires dans la cour. Un employé de l'université les observe. Arrêtés, ils sont interrogés par la Gestapo. En quelques jours, ils sont jugés et immédiatement guillotinés. Leur 6e tract parviendra plus tard en Angleterre. Les avions alliés en largueront des centaines de milliers de copies au-dessus des villes allemandes. Sans tuer personne, mais avec les armes de l'esprit, les étudiants de la Rose Blanche ont montré le chemin. Mais qu'en est-il des millions d'autres citoyens allemands? Être allemand sans être nazi à ce moment-là, ça voudrait dire protester. Il y a un historien qui s'appelle Martin Brochat qui a proposé une différence entre Widerstand et Resistance. Alors Resistance, il prend le mot français, mais il lui met un Z. Widerstand, c'est la conception classique de la résistance. Mais Resistance, ça va être des petits actes, ça va être dans le quotidien, ça va être une manière de penser. Pour soi. Ça va être une manière de garder des valeurs dans sa famille, dans sa communauté. Par exemple, des valeurs chrétiennes. Ou communistes. Vous voyez ? Et donc, c'est une manière de s'immuniser en quelque sorte contre l'idéologie nationale-socialiste. Par exemple, les régions de Westphalie, ou de Bavière, plus catholiques, ont tenu beaucoup mieux contre l'idéologie nationale-socialiste. Les bastions ouvriers dans les centres industriels ont aussi tenu bon, d'une certaine manière, autour des valeurs de la social-démocratie.
du communisme. Dès 1933, une jeune femme de Breslau, Edith Stein, s'est insurgée et a dénoncé les méfaits des nazis dans une célèbre lettre qu'elle adresse au pape Pie XI. Elle écrit « Saint-Père, comme fille du peuple juif, qui suis depuis 11 ans par la grâce de Dieu fille de l'Église catholique, j'ose exprimer devant le Père de la chrétienté ce qui accable des millions d'Allemands. Depuis des semaines, nous voyons en Allemagne se produire des agissements qui témoignent d'un total mépris de toute justice et de toute humanité. Nous craignons le pire pour l'image de l'Église si jamais son silence durait encore. Nous sommes aussi convaincus que ce silence ne sera pas en mesure d'acheter à long terme la paix face à l'actuel gouvernement allemand. Il y avait 130 000 Allemands tués par les nazis. Et l'importance de ces chiffres? Premièrement, pour montrer très clairement que c'était une petite minorité. Mais deuxièmement, pour montrer aussi que la résistance, ça existait. C'est important pour les générations après. C'est l'expérience que je fais en travaillant dans les workshops artistiques historiques avec des jeunes gens en Allemagne, que c'est un aspect qui est important, une espèce de précondition pour qu'ils soient capables de s'ouvrir aussi aux histoires les plus sombres. Das war eine unglaubliche Sache. Also der Todfeind fliegt hier ein, akzeptiert die Deutschen, geht auf die Gräber der Geschwister Scholl mit uns. Also hochstehende Amerikaner, Präsidenten und was weiß ich alles, gehen mit uns auf die Gräber und dort wird dann weiße Rose niedergelegt. Zum ersten Mal werden Deutsche akzeptiert wieder nach diesem Desaster. Es gab auch andere Deutsche. Das war die Botschaft. Und die war unheimlich wichtig. Ich trug an einem sonnigen Tag ein Kind in einem langen weißen Kleid zur Taufe. Der Weg zur Kirche führte einen steilen Berg hinauf. Aber fest und sicher trug ich das Kind in meinen Armen. Da plötzlich war vor mir eine Gletscherspalte. Ich hatte gerade noch so viel Zeit, das Kind sicher auf der anderen Seite niederzulegen, dann stürzte ich in die Tiefe. Das Kind ist unsere Idee. Sie wird sich trotz aller Hindernisse durchsetzen. Wir durften wegbereiter sein, müssen aber zuvor für sie sterben. Pour tirer le maximum dans événements historiques, donc ça devrait être le but de chaque culture de commémoration. Il faut les deux, je pense, l'émotion et la ratio. Donc les illustrations, c'est l'aspect qui fait appel à l'émotion. Tandis que, bien sûr, ce qui est aussi important, de transmettre le contexte, les faits, ça fait appel à la ratio. Was es lange Zeit gewesen ist, sind Daten, Fakten. Das kann es nicht sein. Es sind Perspektiven, es sind Handlungen, es sind Menschen, Personen, zu begreifen, wer hat wie, warum gehandelt. Und das hat natürlich dann auch verschiedene Dimensionen. Es hat eine analytisch-intellektuelle, aber das ist nur der eine Teil. Und der andere Zugang, der ganz wichtig ist, auch um Schüler überhaupt zu begeistern oder zu erreichen, anzusprechen, ist eben auch ein emotionaler Aspekt, der bei den Schülern, bei ihren eigenen Erfahrungen ansetzt. Und
diesen Brückenschlag zu erreichen, dadurch, dass man sich mit einer Biografie von einer faszinierenden Persönlichkeit auseinandersetzt, mit Gedanken, die wiederum nachvollziehbar sind für Schüler. Le devoir de mémoire est souvent constitutif d'une identité nationale. Une nation se reconnaît dans de grands moments mémoriels. On fait mémoire, mémoire de la guerre, mémoire de la Révolution, mémoire de l'indépendance, etc., etc. Mais le devoir de mémoire, c'est également une mémoire qui est réappropriée par l'État, c'est-à-dire par un appareil d'État qui donc a tous les moyens pour organiser, structurer et parfois imposer une mémoire particulière. Et du même coup, ce devoir de mémoire a toujours partie liée avec l'intérêt national, voire même la stratégie de l'État vis-à-vis de la politique extérieure, vis-à-vis des membres de son propre pays, etc. Le problème de cette mémoire, c'est qu'elle est figée, c'est qu'elle nie la pluralité des mémoires, la pluralité de ce qu'on appelle les acteurs de la mémoire, les victimes directes ou indirectes, traumatisées de différentes manières par tel ou tel événement, comme une guerre ou un massacre ou une extermination, mais ça peut être aussi une mémoire plus heureuse, une mémoire, par exemple la mémoire d'une indépendance, d'une victoire. Et donc la mémoire est un travail, c'est-à-dire la mémoire n'est pas simplement une chose, une photo, un monument, que sais-je. La mémoire, c'est un rapport subjectif qui se transmet, qui se discute, qui se critique avec ses tabous. Et puis il y a aussi des trouvailles de la mémoire. Tout d'un coup, des choses reviennent. Tout d'un coup, des choses enfouies remontent à la surface. Bref, tout d'un coup, une société se met à revivre par rapport, non pas simplement à son présent, qui est important, mais par rapport à son passé. Or, si dans le passé déjà coule le sang de l'avenir, eh bien une société revit précisément, non pas en s'enfermant dans son passé, mais en acceptant d'être tributaire d'un passé qui, tant qu'il n'est pas mis en mots, ne passe pas précisément. Si le travail de mémoire s'effectue en Allemagne, qu'en est-il dans d'autres pays européens? Maria et Roman prennent la route vers l'est de l'Europe, direction la Russie. Un haut lieu de l'histoire européenne les attend, Katyn. Katyn est un mot générique, un peu comme Auschwitz pour l'Holocauste des Juifs, et bien pour tout le massacre, tout le crime contre l'humanité commis à l'encontre des combattants polonais, de la résistance polonaise, des familles des combattants et des résistants polonais. Obecny cmentarz ma formę kurhanu otoczonego murem. Jest to symbol granicy między światem zewnętrznym a ziemią uświęconą krwią ofiar. Na murze są żeliwne epitafia ofiar zbrodni. To wszystko nie występuje ponad ziemię, symbolizując ponad półwiekową ciszę w ujawnieniu miejsca zbrodni. W założeniu oprawców Las Katyński miał być tylko miejscem ukrycia zwłok ofiar. Dokonano tutaj egzekucji ludzi niewinnych. Jan Rutkę, Kazimierz Rutkę, Janina, Tadeusz Lewandowski, Tadeusz Rutkiewicz, Stefan Zieliński, Marian Józef Owczarski, Adam Pogorski. Dzwon pod poziomem ziemi. Jego stłumiony dźwięk bijącego serca symbolizuje prawdę niemożliwą do ukrycia, nawet pod poziomem ziemi. Katyn trouve son origine dans le pacte Ribbentrop-Molotov signé en 1939, qui officialise le traité de non-agression entre l'URSS de Staline et l'Allemagne nazie d'Hitler. Ce pacte,
cache cependant des clauses secrètes. Comment en arrive-t-on à Katyn? C'est étroitement lié au pacte Ribbentrop-Molotov qui, contrairement à la propagande soviétique de l'époque, est un pacte d'agression. Et non seulement l'agression conjointe germano-soviétique contre la Pologne est prévue, mais de plus, les protocoles secrets du 28 septembre prévoient l'extermination par les deux parties ensemble de toute résistance polonaise et de tout combattant polonais contre Hitler ou contre Staline. Une semaine après la signature du pacte, Hitler attaque la Pologne à l'ouest. 17 jours plus tard, Staline envahit lui aussi la Pologne par l'est. Toute l'élite militaire et civile polonaise est arrêtée par les soviétiques et sera envoyée dans des camps de concentration. Le 5 mars 1940, Staline et les membres du Politburo signent l'ordre d'exécution de 25 000 d'entre eux. Pourquoi Staline condamne-t-il à mort des officiers polonais? Il les condamne pour qu'ils ne combattent pas Hitler. Été 1941, renversement d'alliance. Hitler attaque la Russie. Dans une forêt de la région de Katyn, les troupes allemandes mettent au jour des charniers de milliers d'officiers polonais abattus d'une balle dans la nuque. Crime soviétique, proclame Goebbels. Propagande nazie, répondent les soviétiques. La situation restera controversée sans que la vérité soit reconnue officiellement. Après la fin de la guerre, les soviétiques déclareront interdite la zone de Katyn et refuseront toute enquête internationale. Les soviétiques, Staline, accusent les Allemands et il donne une définition du crime de Katyn. Crime de guerre, crime contre l'humanité et génocide. Donc en fait, à Nuremberg, puisque les Allemands ont été officiellement innocentés du crime de Katyn, il ne reste qu'un seul coupable possible. Il faudra attendre 1990 pour qu'un dirigeant de l'Union soviétique, Mikhail Gorbatchev, reconnaisse pour la première fois la responsabilité de la police secrète de Staline dans ce crime. Il semble donc que la vérité est connue, que tout est clair maintenant, mais pas du tout. On assiste à une sorte de reculade du pouvoir russe, non plus soviétique, mais russe à Moscou, en disant qu'il ne tolérerait pas que l'on parle de crimes contre l'humanité concernant Katyn. Et là vient la question, pourquoi ? Chaque partie contractante de l'ONU peut toujours, jusqu'aujourd'hui et dans l'avenir, demander que l'Union soviétique soit jugée pour le crime de Katyn. C'est horriblement dérangeant. Nawet jeśli historia jest okrutna, chcę o niej mówić. Drzewo bez korzeni umiera, a ja chcę budować przyszłość. Dlatego muszę dbać o wszystkie korzenie, nawet te chore, by ukoić ból i by móc budować przyszłość razem wspólnie. Le grand dissident Vladimir Bukovski a déclaré que sans un procès public international des crimes soviétiques, notamment à Katyn, l'Europe ne trouverait pas le repos. И главная наша идея в работе с молодежью состоит в том, что мы должны донести мысль о том, что ни одна идея, даже служащая каким-то высоким целям, не стоит тысяч человеческих жизней загубленных. И дети должны понимать отличие того тоталитарного режима и сегодняшнего дня. Главная мысль – это ценность человеческой жизни. Человек прежде всего, его жизнь бесценна.